merci. Je suis content d'être dans le pays des Basques. Quand j'ai débarqué de la traverse là, de Bécomo à Matane hier, j'ai senti le vent doux de la Côte-Sud et ça fait tellement de bien. Je ne sais pas si vous regardez la météo, là, mais sa Côte-Nord, là, on ne l'a pas facile ce printemps du tout. La neige est en train de fondre. Merci pour la présentation. On est allé vite. Dans ma petite présentation, j'avais une petite note que j'avais marquée d'où vient ma passion pour les jardins, d'où vient ma passion pour l'agriculture, d'où vient ma passion pour l'éducation à l'agriculture auprès des enfants. Moi, je suis né sur une ferme à Champlain, en Mauricie, sur le bord du Saint-Laurent. Et moi, j'avais 2 écoles. J'avais mon école primaire et mon école secondaire régulière où je m'assoyais en arrière d'un bureau puis j'écoutais le professeur qui me parlait. Et j'avais ma grand-mère sur la terre qui était ma 2e école où quand je rentrais à 4 heures de l'école, là, j'allais chercher les vaches au champ, il fallait que je prépare la traite. Après ça, il fallait que je donne du foin. Puis après ça, il fallait que j'aille m'occuper des fraises. Après ça, on avait juste le temps de prendre une douche, se coucher, mais il fallait se relever à 5 heures le matin pour aller rechercher les vaches qu'on avait encore mis au champ. La contention n'existait pas à ce moment-là. Hein? Les vaches, ils se nourrissaient bien dans les champs et ils revenaient faire la traite le matin. Donc, de 5 ans à 17 ans, j'ai passé ma vie sur une ferme. C'était mon travail d'été. Et ma grand-mère m'a spécialisé dans le champ de fraises. Je suis devenu vraiment un spécialiste du champ de fraises. Et en plus, elle m'a initié à tout l'aspect commercial aussi de l'agriculture. Avec ma grand-mère, je pense que la seule achat qu'elle faisait une fois par semaine, c'est quand le boulanger passait avec son petit camion, dans les années 60, ça, là. Il passait avec le petit camion, puis il venait livrer du pain, mais du pain, elle n'achetait pas parce qu'elle en faisait. Des tartes, elle n'achetait pas parce qu'elle en faisait, des gâteaux, elle en faisait. Mais les petits gâteaux vachons, ça, c'était son petit plaisir à elle, la petite boîte. Je ne sais pas si c'était le boulanger ou les petits gâteaux vachons, mais au moins une fois par semaine, elle arrêtait le truck pour avoir sa petite boîte de gâteaux vachons. C'était la même chose pour tout. La ferme, il y avait 40 vaches, il y avait des poules, il y avait des cochons, il y avait tout ce qu'on a besoin pour se nourrir était là. Autant au niveau du champ qu'au niveau des animaux. Puis, au mois d'avril, on allait chercher la barbotte dans le fleuve Saint-Laurent parce que c'est à ce moment-là qu'on peut pêcher la barbotte. Et on revenait, on trapait 2-3 rats musqués qu'elle faisait cuire aussi dans du ragoût. Donc, toute la pensée de nourriture était complètement différente pour d'un petit gars qui vit en ville. Parce que nous, on n'allait pas à l'épicerie. Ma grand-mère, oui, une dernière chose, là, je ne suis pas parti comme Fred Pellerin, là. Mais ma grand-mère, elle avait 12 enfants. À toutes les années, elle faisait 12 pots de carottes, 12 pots de betteraves, 12 pots de chaque chose qu'elle pouvait récolter pour que les enfants ne manquent de rien durant toute l'année. Et ça, c'était sa pensée qu'on a transmis à nos autres générations. Nos enfants font pareil aujourd'hui. Et cette thématique-là m'a poursuivi toute ma vie. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. J'avais été voir un orienteur au cégep de Trois-Rivières quand j'ai commencé qui me dit « Alain, tu devrais t'en aller en informatique. Tu as vraiment la tête d'un gars en informatique. » Ça n'a pas marché du tout. Je me suis emmené ici à Bécomo faire ma technique en génétique halieutique. Et là, j'ai eu une autre révélation. J'ai connu une autre grand-mère qui était une grand-maman Innu, Mamouchoum, qui, elle, m'a parlé de toute l'agriculture, mais toute l'agriculture qui est dans la forêt. Puis ça, c'est comme si ça ne nous est pas enseigné jamais. Mais dans la forêt, on peut récolter autant que dans un jardin, puis on peut s'en nourrir autant que dans un jardin. Les Inuits ont passé 7000 ans sur le territoire à se nourrir de la forêt, sans faire de jardin. Et ils n'ont jamais manqué de rien. Pourquoi cette connaissance-là est disparue, est partie, on ne sait pas, mais c'est plus enseigné à nos enfants. J'ai avancé, là, avec les Inuits. J'ai travaillé dans un camp de vacances après. Et je recevais 250 enfants par semaine. Puis on avait un cook. Qui a déjà été dans un camp de vacances? Hein? OK, vous êtes assez jeune. Avant, dans un camp de vacances, on servait de la bouette. C'était de la soupe
qui n'avaient pas trop de goût, puis il y avait des patates qui n'avaient pas trop de goût, puis la viande, on ne savait pas trop c'était quoi, puis il y avait quelques crudités avec ça de temps en temps, puis des desserts bien sucrés. Ça, c'était la nourriture d'un camp de vacances. Moi, j'avais la responsabilité de 250 enfants. Et quand je voyais les repas qu'on leur servait, je me disais, voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens qu'on serve ça à des enfants. Après ça, on lui demande de faire des expéditions en forêt, d'aller faire de la voile, d'aller faire du tir à l'arc, d'aller faire des bertisses, d'être en forme, de ne pas chialer, de ne pas pleurer. Mais ils se nourrissaient mal. Puis avec mon cuisinier, à ce moment-là, on avait discuté. Puis là, il me disait, oh non, c'est le budget, c'est le budget, c'est le budget. C'était tout le temps une question de budget pour changer l'alimentation. Puis on s'est aperçu rapidement qu'en achetant local, puis en allant voir nos agriculteurs autour du camp de vacances où j'étais, ça nous revenait moins cher, on offrait de la qualité, et les enfants aimaient la nourriture et en redemandaient. Là, on s'est dit, hop, il y a quelque chose là avec l'alimentation, puis on s'apercevait aussi que plus le séjour avançait, plus les années avançaient, plus les enfants se sentaient bien quand ils venaient au camp de vacances. Puis ils choisissaient notre camp de vacances. Oui, on avait des belles activités, mais à la fin, on comprenait que la nourriture avait quelque chose de très important aussi pour eux durant leur camp de vacances. J'ai continué mon parcours, je me suis retrouvé un petit peu partout et j'en suis venu à diriger la ferme pédagogique Marichel dans Lotbinière. À la ferme, c'est ceux qui ont déjà connu la ferme pédagogique Marichel. C'est un couple qui avait une petite ferme, puis qu'ils ont décidé de faire un élevage d'agneaux biologiques. Puis, comme ils voulaient vraiment que leur agneau soit vraiment biologique, ils cultivaient aussi toutes les céréales pour les agneaux, pour les brebis, de façon biologique. Et on manquait de main-d'œuvre, fait qu'on a dit qu'on va faire un camp de vacances, on va inviter des enfants à venir nous aider. Fait qu'on a tout transformé le haut de la grange en dortoir. Et on accueillait une trentaine d'enfants par semaine qui venaient sur la ferme. Et là, nos premières questions aux enfants, puis il y avait des enfants tout petits, là, ça commençait à 5 ans, ça allait jusqu'à 16 ans, mais les plus vieux, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait avec eux autres. Mais les petits, on leur posait la question tout simplement d'où vient le beurre. Puis c'est des gens qui venaient vivre un séjour sur une ferme pédagogique. On s'attendait à ce qu'il y ait au moins une notion de base, mais ils ne savaient même pas d'où venait le beurre. Ils ne savaient pas qu'on transformait du lait pour faire du beurre. Tout ça venait de l'épicerie. Puis beaucoup d'exemples comme ça, on s'est dit, il faut travailler dans les jardins avec les enfants. Fait que les agneaux, c'était l'attraction, mais après ça, on a construit des grands jardins. Et là, les enfants avaient un grand plaisir de travailler les jardins. À la ferme pédagogique aussi, Marichel, on a fait un retour en arrière dans le temps. On a appris à cultiver de façon autochtone. Donc, toute la magie des 3 sœurs, puis toutes les plantes qui poussent en symbiose, on expliquait ça aux enfants. Après ça, il y avait le jardin des premiers colons, comment on faisait. Puis aujourd'hui, c'est la révolution au niveau de l'agriculture, l'agroécologie. On ne fait plus de trous, puis on ne brasse pas à terre. Là. On fait pousser ça directement dans le gazon. Mais c'est ce que nos premiers colons faisaient. Là. Il n'y avait plus le temps, eux autres, de bêcher un jardin là, quand ils avaient construit leur maison. Ils mettaient ça direct à terre, puis ça poussait. Puis il y avait des relations écologiques qui existaient, qu'on ne comprenait pas, mais qui faisait que dans tel endroit, les carottes poussaient bien, puis dans tel autre endroit, les patates poussaient bien. On ne se posait pas de questions, mais on savait que ces endroits-là étaient précieux, puis on s'est aperçu avec le temps que selon la composition du sol ou selon le compost vert qu'on va mettre dessus, mais il y a certains fruits ou certains légumes qui vont exploser. Donc, ça, c'est devenu le projet de la ferme Marichel qui continue aujourd'hui, qui va encore très bien, qui fait encore de l'agneau biologique, mais les jardins ont pris une grande place. Avec nos plus vieux, à Ferme Marichel, là, eux autres étaient sensibilisés depuis 5-6 ans, vraiment, parce qu'ils ils revenaient d'été en été, au travail sur la ferme, au travail au niveau du jardin, au travail au niveau des grands champs biologiques, puis tout le travail que ça impliquait là-dedans. Et ils se posaient des questions sur ce qu'on achète à l'épicerie. Et là, c'était la mode. Oxfam commençait là, à ce moment-là à faire le café équitable, puis vraiment là, la grosse promotion sur le sucre équitable, le café équitable. Puis là, on se posait la question avec ces jeunes-là, est-ce que c'est vraiment équitable? Donc, moi, j'ai pris mes jeunes de 14, 15, 16 ans et on est parti au Costa Rica pour aller voir, suivre une graine de café équitable. On est allé chez le producteur, on a passé du temps chez le producteur. Il nous a tout expliqué le travail sur le caféier. Après ça, quand est-ce que la graine est prête? Quand la graine est prête, comment on l'accueille? On la met dans un petit
je ne me souviens plus du nom en espagnol, là, mais une petite boîte carrée. Après ça, il y a un camion qui vient chercher ça, on l'emmène chez le torréfacteur, la graine est classée, puis le retour de l'argent pour dire que c'est équitable. Donc, on a tout filmé ça. Et on a présenté ça dans les écoles du Québec pour montrer c'est quoi vraiment le chemin du café équitable et tout le travail que ça implique. On a fait la même chose au niveau d'une coopérative laitière. Quand on dit une coopérative laitière, est-ce que c'est vraiment coopératif? Est-ce que, donc, pour les jeunes, c'était des questions, on les a mis la caméra dans les mains, puis sont allés faire le parcours du lait d'une coopérative. Et on a fait la même chose au niveau du tourisme. Qu'est-ce qu'un touriste équitable? Comment quelqu'un peut se définir comme un touriste équitable? Donc, les jeunes ont posé des questions et tout ça. Donc, ça, c'est le volet Ferme Marichel. Et là, je me suis fait recruter par... j'ai 20 minutes, il faut que j'y aille vite. Je me suis fait recruter par la Centrale des syndicats du Québec parce que j'avais une certaine compétence au niveau du volet alimentation, culture, agriculture, forêt. Et la CSQ voulait à ce moment-là vraiment avoir une nouvelle approche auprès des communautés autochtones du Québec. Donc, j'ai commencé à travailler avec les peuples autochtones. J'ai travaillé chez les Cris, j'ai travaillé 7 ans avec les Inuits, j'ai travaillé avec les Inuits, j'ai travaillé avec les Atikamekw, j'ai travaillé avec les Anishinabés à Kitisakik. Et partout, le même problème, l'obésité des enfants, 50% de diabète dans chaque communauté. Oui, il y avait de la drogue, oui, il y avait de la violence, mais pas plus qu'à Trois-Pistoles, puis pas plus qu'à Matane, puis pas plus qu'à Sept-Îles. Ça existe dans toutes les communautés. Mais le fait qu'elle soit concentrée dans une petite réserve, on dirait que ça paraît plus. Mais le grand problème, c'était pas ça. C'est vraiment l'alimentation chez ces gens-là. Ces gens-là qui étaient des nomades, des gens qui se déplaçaient sur le territoire pour se nourrir, qu'on a obligés à vivre de façon sédentaire, puis en leur disant, bien là, maintenant, vous allez manger ce qu'on vous fournit. Et là, ils ont développé une dépendance au sucre énorme et au junk food et tout ça. Donc, mon travail s'est retrouvé, encore une fois, à parler d'alimentation aux enfants. Ça a commencé à Salouit, où ma première classe, là, j'étais enseignant, j'avais une 7e année, j'avais une vingtaine d'enfants devant moi, et j'étais curieux de savoir ce que ces enfants-là mangeaient. Fait que j'ai demandé aux enfants, pouvez-vous aller chercher votre lunch puis le mettre sur la table? On va commencer une discussion là-dessus. Et là, c'était des bouteilles de Coke, des chips, des palettes de chocolat, des sacs de bonbons. Il n'y avait pas de sandwich, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait rien de ça. Puis là, je leur disais, bien voyons donc, c'est ça votre lunch? Puis ils me disaient, bien oui, monsieur, c'est bon ça. Je dis, oui, c'est très bon, mais as-tu déjà mangé une carotte? Il dit, non, monsieur, on n'a jamais mangé de carotte. Ma mère n'en achète pas. Puis je dis, tu sais pas qu'est-ce que ça goûte, puis tout ça? Mais il dit non. Fait que le lendemain, je suis arrivé avec un sac de carottes, commençais à couper les carottes, puis le faire goûter ça. Puis il trouvait que ça goûtait à rien, parce que ça goûtait pas le sucre. Ça goûtait à rien. Et là, je leur ai posé la question, « Hey, savez-vous comment ça pousse une carotte? » Puis là, ils ont tout levé à la main, ils m'ont dit, « Ben oui, monsieur, ça pousse dans un arbre. » Et là, j'ai compris qu'il n'y avait aucune relation avec la nourriture qu'ils mangeaient. Des gens qui étaient des chasseurs, des pêcheurs, cueilleurs un petit peu, là, au Nunavik, pas beaucoup. Donc, c'est des gens qui avaient l'habitude de manger du poisson, de courir après leur gibier, après le caribou. Mais là, se faire des salades, là, c'était vraiment pas naturel pour eux autres. Comprendre que cette alimentation-là remplaçait l'autre, parce que le poisson et tout ce qu'ils mangeaient avant et l'exercice qu'ils faisaient lui permettaient d'être en santé. Mais là, en devenant sédentaires, en restant dans leur cabane toute l'année, en ne bougeant pas, en se bourrant de sucre, ils sont tous devenus malades. Présentement, au Québec, on parle de 40% de diabète chez les peuples autochtones, Inuits et Inuits ici sur la Côte-Nord. Et là, ils réagissent. Trop tard, vous direz, non? Mais au moins ils réagissent puis ils se disent, non, il faut revoir tout notre système d'alimentation. Puis la seule façon de changer ça, c'est de commencer avec les petits. Avec les enfants de 3-4 ans, dans les garderies, dans les CPE, au niveau de l'école primaire, puis vraiment axer le programme éducatif sur l'alimentation. Et au Nunavik, j'ai travaillé 7 ans là-dessus. J'ai monté une trousse pédagogique qui roule encore là-bas, qui permet aux enfants, aux professeurs, aux parents de comprendre la relation entre ce qu'ils mangent et leur santé. Et ben là, il y a un projet qui s'en vient. Il y a une serre qui s'en vient à Kuujjuaq. Il y a une autre serre qui s'en vient à Kaingeqsualujjuaq. Il y a une serre qui est en construction à Salouit.
Ils ont compris qu'ils pouvaient même faire pousser les choses qu'ils aiment, les salades, les fraises, tout ça. Ils sont capables de le faire pousser. Puis là, c'est pas les adultes, c'est les enfants qui sont intéressés par ce qui se passe là-dedans. Donc, on sait que dans 5, 10, 15 ans, l'alimentation chez les Inuits, entre autres, va changer. Mais ils veulent du frais, puis le frais, bien, il va falloir faire un peu comme au grenier boréal. Tout ça pour vous dire que ça m'a emmené, l'amour m'a aussi emmené sur la Côte-Nord. J'avais fait mes études à Bécomo, j'avais développé des coopératives jeunesse jusqu'à Blanc-Sablon. Je connaissais la Côte-Nord, je savais où je m'en allais. Et quand ma conjointe a eu un poste d'enseignante au primaire à Havre-Saint-Pierre, j'ai dit « Ah, moi, je lâche tout, je te suis, j'aime ça, ce coin-là. » Et je suis arrivé là avec rien. Je voulais écrire un livre. Une semaine après, la communauté de Noutashquan m'appelait pour que j'aille travailler dans la communauté Innu de Noutashquan. Et là, ça m'a encore frappé en pleine face, des enfants qui ne mangent pas, qui viennent à l'école le matin, qui n'ont pas mangé du tout, puis à qui on demande de s'asseoir en arrière d'un bureau, puis d'être performant toute l'avant-midi, puis avec des profs qui lui crient après, puis des directions qui lui crient après, puis des intervenants qui essayent de leur faire comprendre que c'est de même qu'il faut apprendre. Ils n'ont même pas mangé. Et on leur demande, puis là, ça va bien avec le titre qui était présenté, bien manger pour mieux apprendre. Là. Dans les communautés, dans certaines communautés, c'est évident, là, les enfants arrivent à l'école, ils n'ont pas mangé. Les parents s'en sont plus ou moins occupés parce qu'eux autres non plus ne mangent pas. On ne mange pas pour déjeuner. S'il reste de la bannique, pars avec un morceau de bannique, puis ça va être ça ton déjeuner, puis avec une bouteille de coke pour faire passer la bannique. C'est encore comme ça. Aujourd'hui, de là, 2 ans. Fait que je travaillais dans la communauté, puis encore une fois, j'ai travaillé avec les enfants, avec les professeurs, à travailler un petit peu un changement d'alimentation. Avec les services sociaux, le centre de santé de Noutashquan, on a bâti un petit jardin communautaire alentour, au moins pour initier les gens. Et on a conscientisé un réveil chez les aînés pour réapprendre aux enfants quoi cueillir en forêt. Les enfants ne savaient pas. Des enfants Inuits, autochtones, qui ne sont jamais sortis de la réserve, ils ne savaient même pas quoi cueillir en forêt. Ce savoir-là était dans les mains des aînés, mais pas retransmis. Donc, il y avait un travail à faire là. Tout ça pour vous dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui a entendu parler de moi sur la Côte-Nord. Il s'appelait Claude Lucier, un fou, qui avait décidé que lui, il développait des jardins pour fournir en légumes frais tous les villages de la Mingani. Et il a bâti ce projet-là, qui s'appelle le Grenier boréal, qui est une coopérative de solidarité. Il l'a bâti dans une aulnaie, juste des zones là, à perte de vue, et une paissière, là, juste des épinettes noires là, qui poussaient partout avec un sol complètement acide. Tout le monde lui disait « T'es fou, là, investis pas là-dedans, jamais tu vas réussir à faire pousser une carotte sur la Côte-Nord, surtout en Mingani. » Fait que lui, il n'a pas écouté. Et il a parti ça pareil. Il a commencé tranquillement avec une collègue qui s'appelle José Bélanger. Ils ont commencé à faire les buts tranquillement sur le terrain qui est ici. Et quelques années après, 3 ans après, mais il commençait à vendre ses premiers paniers biologiques dans la communauté, autour de Longue-Pointe de Mingan et Havre-Saint-Pierre. Moi, j'ai pris la direction il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est rendu à 65 paniers biologiques. On fournit tous les restaurants de la Côte-Nord de Noutashquan aller jusqu'à Bécomo. On a une serre qui nous permet vraiment de partir, de faire nos propres semis à partir de notre propre semence qu'on a fait travailler sur notre terrain. Oui? Combien de restaurants? 5-6 restaurants présentement, qu'on fournit durant tout l'été. Et oui. Combien d'employés? Au début, 3, puis 50 bénévoles, tu sais, qui voulaient aider le fou. Et qui y croyaient un petit peu aussi. Aujourd'hui, on est rendu à 10 employés, 125 gens qui sont membres de la coopérative, ils sont plus juste des bénévoles, c'est des membres de la coopérative qui nous soutiennent, qui viennent donner un coup de main quand c'est le temps, mais qui achètent les produits, qui font de la promotion des produits. Et dans l'analyse financière qu'on a fait, on s'est aperçu que juste avec les produits maraîchers et juste avec les produits de la cueillette, parce que les produits de la cueillette, c'est un gros marché aussi qu'on a développé avec la chicoutée, avec les bleuets, avec la camerise, avec les graines rouges, avec tout ça.
Donc, on ramasse tout ça dans la forêt et on engage des cueilleurs. Fait qu'on a beaucoup de travailleurs. Sur toute la Côte-Nord, on a des travailleurs à temps partiel qui travaillent pour nous autres, plus une dizaine de permanents, dont des étudiants du cégep de Victo qui viennent faire leur stage avec nous autres l'été. Et les emplois sont de plus en plus longs et de plus en plus permanents. Mais au niveau de la masse salariale, c'est sûr que juste avec les légumes puis les fruits, on n'y arrive pas. Fait qu'on a commencé à développer un nouveau projet qui s'appelle le Ciel de Mingani, est en démarche présentement. Et le Ciel de Mingani, c'est vraiment d'être capable de vendre toute l'expertise qui a été bâtie là pendant 5 ans. Toutes les techniques écologiques qu'on a trouvées pour faire pousser nos légumes, pour faire pousser les fruits sur notre terrain, toutes les secrets du milieu, comment jouer la température là-bas. Quand je vous disais qu'il faisait froid, là, c'est vrai, là. Les nuits, c'est encore à 0,1. On hésite encore à mettre nos semences sur le terrain sans qu'il y ait une petite couverte par-dessus ou un petit abri tunnel parce qu'il fait encore très, très froid, mais on réussit très, très bien. Non, tu me niaises. Et le ciel de Mingani, c'est de développer cette expertise-là. Présentement, on a un projet à l'île d'Anticosti, un mini grenier boréal à l'île d'Anticosti pour les gens là-bas, à Rivière-Saint-Jean, à Baie-Joanne-Beth, à Natashquan, et un gros projet scolaire à Équanichit, à Mingan, géré par l'éducation aux adultes. Je vais aller plus vite. Pour que ça marche, ce projet-là, tu ne peux pas faire ça tout seul. Il faut vraiment mettre en place un comité, puis ce comité-là doit être en place pour l'année. C'est-à-dire, tu peux t'engager pour 1 an, tu peux t'engager pour 2 ans, mais il faut au moins que ce comité-là, qui se rencontre pour la première fois, ait à cœur. Et dans le comité, si on parle d'une école secondaire, il faut absolument impliquer les jeunes du secondaire. Pas les mettre à l'écart en leur disant « on a un beau projet pour vous », ça ne marchera pas. Vous savez, ceux qui ont été au secondaire, si tu n'es pas impliqué dans le projet, ça ne fonctionne pas. À l'école primaire, où on a fait, parce qu'on l'a fait à Longue-Pointe-de-Mingan, et là, on est en train de le faire à Équanichit, dans la communauté, le comité est extrêmement important. C'est ce comité-là qui va porter le projet dans ses mains durant l'année. Les principales responsabilités, la direction d'école est extrêmement importante. C'est le gardien de la pérennité du projet. Souvent, dans une école, c'est lui qui y reste le plus longtemps. C'est l'agent de liaison avec l'équipe école. C'est à lui qu'on confie la gestion des budgets et des réductions de comptes aux bailleurs de fonds. La responsabilité de l'équipe école, c'est vraiment de s'assurer que la serre et le jardin sont utilisés par l'ensemble des enseignants et que chaque classe peut avoir son petit programme pédagogique pour utiliser la serre ou le terrain ou le jardin au maximum. Et la responsabilité des parents et des représentants de la communauté. Sans ça, ce projet-là ne marche pas. Si les parents ne sont pas en arrière, si les parents n'y croient pas, ce projet-là ne décollera pas. Si tu as des parents, des gens de la communauté, moi j'aime ça dire, là, parce que les projets qui ont tout le temps bien réussi, dans lesquels j'ai été impliqué, j'ai tout le temps impliqué la secrétaire puis le concierge. Quand tu as ces 2 personnes-là qui sont impliquées dans ton projet, il ne peut pas faire autrement, il va marcher. Parce que on dirait que c'est les 2 personnes qui sont en relation avec la communauté. Puis que lui, il connaît sa gang, puis lui, monsieur le concierge, il connaît quelqu'un qui fait ça à telle place, puis qui, lui, il cultive des tomates, puis il sait comment faire, puis je vais aller te le chercher, puis il va te l'emmener. C'est des personnes essentielles. Mais il y a d'autres personnes dans la communauté ici qui peuvent jouer ce rôle essentiel-là d'amener des gens, des connaissances dans ce projet-là. C'est pas de tout faire, mais c'est vraiment de partager ses connaissances et sa passion aux jeunes. On peut bâtir un calendrier. Avec l'expérience, là, parce que ça fait maintenant 3 ans à Longue-Pointe-de-Mingan, là, on est rendu à produire des calendriers. On sait exactement qu'on fait un calendrier de semis direct. Ça, c'est des semis directement dans la serre en terre. On a des semis de calendrier dans la classe, parce qu'il y a des choses qu'on aime mieux partir dans la classe. Chaque professeur est responsable d'un plan, tomates, poivrons, Donc, avec les enfants, il y a tout un apprentissage qui se fait à ce niveau-là aussi, au niveau du matériel scolaire. Après ça, c'est sûr que si on voit une année au complet, l'entrée scolaire, c'est la mise en place. Septembre, là, on va monter le calendrier en équipe. La récolte d'automne, parce que les enfants, ils ont semé au mois d'avril, mai, juin.
Donc, on va récolter à l'automne. L'année passée, on a fait une expérience extraordinaire dans le programme de 3e année primaire. Vous savez, ils étudient les peuples autochtones puis la colonie. Et on a expliqué aux enfants de 3e année le principe des 3 sœurs. Vous connaissez le principe des 3 sœurs en agriculture? Et on a fait ça dans la serre avec les enfants. Ils ont fait ça au mois de mai. Ils ont vu la petite pousse de maïs, puis les petites pousses d'haricots, puis la courge qui commençait quand ils ont fini l'école. Quand ils sont revenus au mois de septembre, les enfants ils étaient rendus en 4e année. Les maïs touchaient le plafond. Il y avait des fèves là, à récolter là, debout, à main pleine, et il y avait des citrouilles aux pieds qui commençaient à pousser pour leur Halloween qui s'en venait. Pour eux autres, tout ça était magique. Et on a pris ça, puis juste pour finir notre histoire, mais on a fait une farine avec ces 3, la courge, le maïs et la fève. On les a fait sécher, on a fait une farine et on a fait une vraie bannock autochtone. Et là, c'est la première fois qu'on goûtait vraiment une vraie bannock autochtone faite avec ces 3 essences-là, qui étaient la recette de là 7000 ans des peuples autochtones. Donc, les enfants, maintenant, sont capables d'en faire n'importe où. Puis cette année, je les revois, ils ne font pas une butte dans la serre, ils la font chez eux. Ce qu'ils ont appris à l'école, ils l'emmènent à la maison et ils le transfèrent à la maison. Et là, les parents en reviennent pas de voir leurs enfants préparer le but tout seul, puis préparer le 3 sœurs tout seul. Puis où tu as appris ça, puis comment tu connais ces techniques-là? Ils ont 10 ans, ils ont 9 ans, ils ont 10 ans. C'est quelque chose, quand tu l'as appris, tu ne le fais pas. Tu le gardes toute ta vie, puis tu le transportes toute ta vie. Et puis là, ben ça, c'est à chaque enseignant, chaque enseignante, vraiment, quand tu as une serre à côté de l'école, tu l'utilises. Puis si tu n'as pas de notion, mais c'est pas grave. Il y a des livres qui sont faits pour ça, puis chaque atelier pédagogique est décrit, puis tu peux l'essayer avec tes enfants. Puis il y en a plein, là. Il y en a en français, il y en a en anglais, il y en a dans toutes les sortes. Il y en a ici des légumes en hiver. Il y a même moyen de faire des expériences pour faire pousser des légumes en hiver, des conserver en hiver dans la terre, puis les récolter au printemps, puis ils vont avoir plus de sucre dedans. Il y a plein de choses pour s'intéresser. Ça prend un minimum de passion, mais les enfants, eux, quand ils ont les mains dans la terre, ils ont les 4 pattes dans la terre, au mois de mars, il neige dehors, puis eux autres, il fait chaud dans la serre, puis ils peuvent travailler la terre, puis qu'ils voient toute la magie s'opérer là, de mois en mois, puis qu'ils voient les plantes sortir, puis qu'ils peuvent goûter directement. Mais ils vont arriver à la maison, puis c'est ces plantes-là qu'ils veulent dans leur assiette. Ils ne veulent plus qu'on achète à l'épicerie. Dans une autre vie, dans un autre projet, j'ai travaillé aussi à créer la première bourse de carbone scolaire au Québec avec une coopérative qui s'appelle la Forêt d'Ardennes. Et avec la première bourse de carbone, on disait, on amenait les enfants de 5e, 6e année à réfléchir sur leurs gestes pour réduire les gaz à effet de serre. Et là, on s'est aperçu que nos choix à l'épicerie ont un impact important, ces gaz à effet de serre. Et là, on est revenu à la roue locale, de l'épicerie locale, du maraîchage local, de tout ce qu'on peut faire à la maison et le nombre de gaz à effet de serre qu'on va éviter. Là, on vient de rejoindre 2 thématiques sur le développement durable, sur la réduction des GES, puis sur une saine alimentation, juste par un geste nouveau qu'on va poser. Donc, ça, c'est très gratifiant. Donc, rapidement, les jeunes, chez nous, c'est mix. Hein? On a des jeunes Inuits et des jeunes Blancs dans les mêmes écoles qui participent à ces activités-là, puis on veut ça, puis on oblige ça. Donc, là, l'autre avant, bien, on voit, là, ça, c'est le début du processus, nos petits plans qu'on transfère puis qu'on voit monter tranquillement. Mais plus on avance dans l'année, plus le travail devient concret, plus les plantes montent. Et c'est jamais difficile d'en dire aux jeunes, OK, aujourd'hui, on s'en va travailler à la serre. Il n'y en a jamais un qui a dit non, moi, j'y vais pas. À date, moi, j'ai jamais vu ça. Comme je disais tantôt, il y a plein de sites Internet, plein de bouquins pour vous aider à programmer, que ce soit de la prématernelle 4 ans, aller jusqu'au secondaire 5, puis même, je voudrais finir par le projet que je suis en train de monter avec Wenishit, avec la formation aux adultes. Mais juste pour vous dire que l'année passée, ce projet-là du Grenier boréal et toute notre mission éducative a été reconnue comme l'entreprise d'économie sociale au Québec par
le prix David Suzuki. Et il s'est même déplacé de Vancouver pour venir sur nos jardins, pour venir passer une semaine avec nous, puis voir qu'est-ce qu'on faisait. Puis, donc, pour nous, ça a été une belle récompense, mais surtout l'élan qu'on voulait pour continuer notre mission. Donc, le grenier boréal, depuis cette année, commence tranquillement pas vite à se développer, à aller vers des autres régions, à former des nouveaux projets de serre à l'école, à être juste en soutien. Exemple, il y a une idée ici de démarrer, puis vous ne savez pas par où prendre ça, bien, vous nous appelez, on vient passer 1 heure, on vient passer 2 heures avec vous, une journée, et on ne vous assure pas la réussite, mais on va vous le mettre sur le bon chemin pour que ce projet-là tienne la route. La première année, tout le temps la plus difficile. La deuxième, tu vois les résultats. Puis après ça, on dirait que tout le monde veut embarquer dans ce projet-là, puis ça s'en va, puis ça s'en va. Donc, ça prend une équipe de passionnés au début, sur le terrain, qui se disent « on va y arriver ». Et si les jeunes sont impliqués dedans, c'est vraiment merveilleux. Donc, nous... David Suzuki est devenu notre porte-parole depuis l'année passée. Il transmet cette bonne nouvelle-là d'une saine alimentation aux jeunes et aux peuples autochtones partout au Canada. Donc, moi, je m'en vais le rejoindre à Vancouver au mois de septembre. Je vais passer 1 an avec lui, avec les AIDA là-bas, pour essayer d'implanter un nouveau projet sur l'île de Vancouver avec David Suzuki et son équipe pour les AIDA qui sont les voisins de David Suzuki. Il me reste 1 minute. Oui. C'est bon, hein? Il me reste 1 minute juste pour parler d'un projet que je suis en train de mettre en marche. Puis avant de partir pour Vancouver, c'est sûr que je vais aller terminer ce projet-là. Cette année, je travaillais avec 8 décrocheurs, vraiment décrocheurs de 21, 22, 23 ans, Inuits de la communauté des Quanichit, qu'on dit Mingan. Ces jeunes-là avaient passé par la drogue, par les centres de désintoxication et tout ça. Puis là, on leur demandait de reprendre leurs études, puis on leur donnait de l'argent pour qu'ils reprennent leurs études. Fait que c'était comme un salaire déguisé. Viens t'asseoir à l'école, puis on va te donner une paye, parce qu'on ne veut pas te voir traîner dans la communauté. C'est un petit peu ça qui était le projet de départ. Et ils m'ont nommé pour aller travailler là. Fait que là, ils m'ont donné des cahiers de maths, des cahiers d'histoire, des cahiers de français, des cahiers d'anglais. Puis on dit, tu leur donnes ça, puis tu t'occupes pas d'eux autres. Ils ont juste à remplir ça. Puis un coup que c'est rempli, tu leur donnes l'examen. Puis je dis, voyons donc. C'est des gens qui ont lâché l'école parce qu'ils haïssaient le système. Puis là, vous voulez les faire performer dans le même système. Je dis, ça ne marchera pas. Je dis, donnez-moi carte blanche, puis je vais essayer de les garder pendant 9 mois. Et pendant 9 mois... le matin, ils travaillaient 1 heure ou 2 quand il y avait le goût. Sinon, on faisait des plantations dans notre local. On partait des fleurs. Et après ça, on allait donner des fleurs dans la communauté. Après ça, on a parti des petits plants qui se mangent. Puis là, on allait porter des petits plants qui se mangent dans la communauté. Puis là, il y avait une espèce de reconnaissance du travail qu'ils avaient fait et de la reconnaissance du milieu. Puis là, ils revenaient à l'école, puis ils me disaient « Hey, c'est quoi on va pousser la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va donner la semaine prochaine? Puis qu'est-ce qu'on pourrait préparer pour la communauté? » Et là, ils se sont mis à cuisiner, à faire des muffins avec les graines rouges, à faire des crêpes au bleuet, puis qu'ils allaient porter ça dans la communauté. Et là, les gens nous disaient « Mais comment on peut payer? » Mais là, c'était rendu là, que notre petit projet, c'était devenu une entreprise. Fait que là, je suis allé voir le chef, Jean-Charles Pietachot, puis j'ai dit là, je pense qu'on pourrait poursuivre ce volet d'éducation-là à la nourriture dans la communauté si tu me donnais les moyens. Il dit, qu'est-ce que tu veux comme moyen? Mais j'ai dit, j'aimerais ça qu'on implante une serre en plein cœur de ta réserve. Puis autour de la serre, on va faire une bande de culture par famille. Puis chaque famille va pouvoir venir faire sa bande de culture. Puis à l'intérieur, c'est les jeunes de la formation professionnelle qui vont gérer l'intérieur, qui vont partir les plants et qui vont faire la salade, puis qui vont faire les petites choses qu'on peut cultiver en serre et qu'on peut remettre aux écoles primaires et secondaires de la communauté. Mais chaque famille va devenir responsable de sa butte de culture et c'est tes jeunes décrocheurs que tu ne voulais plus dans la communauté qui vont devenir le moteur de la connaissance de l'agriculture dans ta communauté. Et ce projet-là est en train de naître. Là. La serre s'en vient cet automne. Et j'ai 4 jeunes Inuits qui étaient supposément finis. Là. 4 jeunes Inuits qui travaillent au grenier boréal cet été pour se former à cette agriculture en but là, agroécologique. Donc, ça fait ma demi-heure.